6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France depuis ce matin à Niamey. C'était sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, grand maître des ordres nationaux du Niger. Arrivée de la première vague des pèlerins nigériens ce matin, 503 pèlerins ont regagné le Bercail. Et puis un accident tragique survenu ce dimanche à Zender. Le bilan est lourd, 12 personnes ont trouvé la mort. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, grand maître des ordres nationaux du Niger, a procédé ce matin au palais du congrès de Niamey à l'ouverture de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France sous le thème « Bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries d'Afrique, le rôle de la femme ». Cadre d'échange et de partage d'expériences, cette biennale a enregistré la participation de 10 pays africains et la France. Le compte rendu de Abari Amiti, Hamani Seini et Askou Jibrila. La 6e conférence des grandes chancelleries se tient à Niamey. La capitale accueille des grands chanceliers et les représentants des chancelleries du Burkina, de la Guinée, du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Togo, du Bénin, de la France et du Niger. Le gouverneur de la région Haute souhaite un séjour agréable aux invités dans cette ville hospitalière qu'est Niamey. La rencontre au départ, puis la conférence, a débuté en mai 2003 à Ouagadougou à l'initiative du grand chancelier des ordres nationaux burkinabés. Le président de la République a soutenu cette initiative qui répond à sa vision placée sous le thème de la bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France, le rôle de la femme étant le sujet central. Monsieur le Président de la République, votre présence distinguée à nos côtés nous conforte et témoigne de l'intérêt tout particulier que vous n'avez cessé d'accorder aux questions touchant à l'unité, à la solidarité et à l'intégration des peuples africains. Permettez-moi, Monsieur le Président de la République, de vous exprimer toute ma gratitude pour nous avoir autorisé expressément à proposer la candidature du Niger pour accueillir cette présente conférence et pour l'appui dans la mobilisation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'organisation de ce grand événement. Il s'agit d'un cadre d'échange et de concertation qui se réunit tous les 2 ans pour partager des expériences et proposer des perspectives nouvelles en matière de développement culturel, social, économique et politique. Au seuil de mon propos, j'ai une pensée profonde pour 2 de nos illustres aînés arrachés à notre affection au moment où nous avons besoin de leurs précieux conseils. J'ai nommé le général Ali Seibou, ancien président de la République, ancien grand chancelier des ordres nationaux du Niger, et le colonel Koké Dambélé, ancien grand chancelier des ordres nationaux de la République du Mali, rappelé à Dieu en octobre 2011 et en mai 2012. À leur mémoire, je vous demande d'observer 1 minute de silence. Que leur âme repose en paix et que Dieu les accueille dans son paradis éternel. Les grandes chancelleries cultivent la compétence, l'excellence et le mérite, reconnaissant ces valeurs vecteurs de croissance, de développement durable. Les chancelleries dressent les critères du courage, d'abnégation et de la réussite dans nos sociétés, sociétés gangrénées aujourd'hui par la course effrénée au profit. Les grandes chancelleries, en tant qu'institutions pourvoyeuses de distinctions honorifiques, jouent un rôle important dans la promotion de la compétence, du mérite et de l'excellence qui sont autant de valeurs devant servir de boussole à l'Afrique pour son intégration, son unité et sa renaissance dans un monde marqué par les égoïsmes nationaux et la recherche effrénée du profit. En effet, votre mission est noble car en célébrant le mérite, elle fait notamment la promotion de la culture de l'émulation contre le péché capital de l'envie, celle du travail contre le péché capital de la paresse.
Mesdames et Messieurs, le thème de la présente conférence, bonne gouvernance dans l'espace des grandes chancelleries de l'Afrique francophone subsaharienne et de France, au rôle de la femme, est d'une importance capitale. La bonne gouvernance constitue en effet un déterminant indispensable pour toute action de développement. Elle se mesure à travers le respect du droit et des droits humains, la transparence et l'efficacité de la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, la promotion de la démocratie et le développement participatif et durable. La 6e conférence met en exergue le rôle de la femme dans la promotion de la bonne gouvernance, d'où cette annonce du grand maître des ordres nationaux du Niger. Au Niger, notre politique de discrimination positive en faveur des femmes nous a amené à réserver aux femmes un quota de 25% pour les postes nominatifs et 10% pour les postes électifs. C'est conscient de la nécessité de redoubler d'efforts et d'associer les femmes à la gestion de la cité, que je prendrai bientôt une initiative pour demander au Parlement de voter une loi en vue d'accroître le quota pour les mandats électifs réservés aux femmes, pour le porter au-delà de 10%. Par ailleurs, le gouvernement nigérien a intégré les questions de genre dans ses priorités de développement définies dans le programme de développement économique et social PDS, qui a reçu le soutien total des partenaires au développement. La 6e conférence des grandes chancelleries reste une occasion de partage d'expériences et de connaissances entre les différentes délégations. Le rôle de cette institution sera connu davantage et son image rehaussée pour une croissance basée sur le mérite. À l'hémicycle, les travaux ont repris ce matin sous la présidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale après examen et adoption du projet de compte-rendu sommaire de la séance du samedi 19 octobre 2013. La commission des finances et du budget a demandé la suspension des travaux jusqu'à demain, mardi 22 octobre, avec à l'ordre du jour examen et adoption du projet de loi organique déterminant le traitement de base, les indemnités et les autres avantages accordés aux responsables de certaines institutions constitutionnelles et la proposition de loi modifiant et complétant les avantages accordés aux responsables et aux autres membres de la Haute Cour de justice. Ouverture ce matin au Conseil supérieur de la communication CSC de la session ordinaire du mois d'octobre. Les conseillers du CSC auront au cours de cette session à examiner et adopter plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, entre autres la désignation des représentants du CSC au sein du comité ad hoc, de relecture de certains textes relatifs à la communication. C'est le président du CSC qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Compte rendu, Raïlot Chebou et Tahirou Hassan. L'examen et l'adoption du projet verbal de la session ordinaire du mois de septembre 2013, les informations sur le Conseil supérieur de la communication CSC, la désignation des représentants du CSC au sein du comité ad hoc, la relecture de certains textes relatifs à la communication, l'examen et l'adoption du projet des cahiers de charges des services de radiodiffusion sonore privée et les questions diverses sont les points inscrits à l'ordre du jour de cette session ordinaire du CSC. Au cours de la présente session, les conseils du CSC se pencheront plus largement sur le quatrième point qui est l'examen et l'adoption du projet de cahier des charges des services de radiodiffusion privée sonore. C'est pourquoi, en procédant à l'ouverture de ces assises, le président du CSC a tenu à rappeler aux conseillers la nécessité et les avantages pour le secteur médiatique de disposer d'un cahier de charges qui est une exigence légale. Le cahier de charges a aussi d'autres avantages, à la fois pour la radio, mais aussi pour les régulateurs. Pour ce qui concerne les médias, la signature du cahier de charges permet aux médias d'être en face de ses responsabilités, puisque le cahier de charges définit les obligations qui incombent à tout média ayant obtenu une autorisation d'exploiter une fréquence. Des obligations en matière de contenu et des obligations en matière de diffusion, des obligations en matière de respect d'éthique et de déontologie. Donc, le média va se sentir beaucoup plus responsable vis-à-vis de ses obligations
Et le Conseil supérieur de la communication a aussi un moyen de vérifier le respect ou non du cahier de charge. Parce que, en la matière, l'ordonnance 93 est très claire, le non-respect du cahier de charge peut entraîner le retrait d'une fréquence. Mais jusqu'à présent, au stade actuel, le régulateur ne peut pas procéder au retrait d'une fréquence parce que tout simplement, il n'y a pas de cahier de charge. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais l'objectif, c'est de dire que le cahier de charge nous permet d'établir désormais un partenariat contractuel. En ce sens où, voilà exactement ce qui relève de vos obligations et voilà ce qui relève du devoir du régulateur. Et le partenariat, c'est de faire en sorte que le régulateur veille au respect, rappelle à l'ordre, aux besoins, le média, pour que lui-même demain puisse dire, effectivement, moi je respecte le cahier de charge, je respecte mes obligations et par conséquent, je prétends à avoir une autorisation définitive d'exercer. Alors qu'actuellement, vous ne pouvez pas prétendre à l'autorisation définitive parce que, justement, le cahier de charge n'existe pas. Donc, il faut aller vers l'adoption de ce cahier de charge et surtout vers sa popularisation auprès des promoteurs des radios afin que nous puissions passer à la phase de signature et donc à la phase conventionnelle. Pour finir, Abdraman Ousmane a invité les conseils à examiner avec rigueur le projet de cahier des charges des services de radiodiffusion sonore privée soumis à leur appréciation. Vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition l'allocution prononcée par le président de la République, chef de l'État, à l'ouverture des travaux de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France. Dans son adresse, le président Issoufou, grand maître des ordres nationaux, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement de la promotion de la bonne gouvernance et du genre au Niger relativement à son programme de renaissance. Rendez-vous donc en fin de journal. La première vague des pèlerins nigériens est arrivée tôt ce matin à 5 h. 503 pèlerins ont été accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, Hassoum Massaoudou, et la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kania Aïchatou Boulama. D'autres précisions avec Gérald Ablaziz et Hamidou Abdoulaye. Comme annoncé par le commissariat au Hajj et à la Oumra Koho, le transport massif retour des pèlerins nigériens a débuté ce dimanche 20 octobre. Le Boeing 747 qui a effectué le premier vol a quitté Jeddah aux environs de minuit avec à son bord 503 passagers pour atterrir à Niamey à exactement 5 h du matin. Accueillis à leur descente d'avion par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières Hassoum Massaoudou, ainsi que de la directrice de cabinet du Premier ministre, Mme Kania Aïchatou Boulama, ces pèlerins se réjouissent de la bonne organisation de l'édition 2013 du Hajj. Nous sommes partis sains et saufs, nous sommes revenus sains et saufs. Nous remercions les autorités de la République, à commencer par le président de la République, Mohamed Issouf, et son gouvernement. Nous remercions aussi le haut-commissaire, Bello Garba, qui n'a ménagé aucun effort pour l'organisation de ce Hajj 2013. Nous l'encourageons, nous demandons au gouvernement aussi de l'appuyer par des moyens. En tout cas, c'est un homme sage, sérieux et juste. Et si le gouvernement lui donne les moyens, je sais que le Hajj du Niger n'aura plus de problème, Inch'Allah. Nous sommes retrouvés au pays en bonne santé. Tout s'est bien passé. À mon niveau, je n'ai pas remarqué d'imperfection, certes que les vols charters sont ce qu'ils sont, mais Masha'Allah, tout s'est bien passé, merci Dieu. On a quitté effectivement le premier vol le 15 et on est revenu par le premier vol. Donc le Hajj s'est bien passé, le séjour a été agréable, le comité, on l'a vu à l'épreuve, donc vraiment ils ont fait de leur mieux, ils ont bien encadré les pèlerins. On a prié pour nous-mêmes, pour nos parents, et on a prié pour tout le pays, pour que la paix règne
et que vraiment le Niger aille de l'avant. Tout s'est bien passé donc. L'objectif que se sont fixés les autorités de la 7e République en créant le COHO est largement atteint. C'est d'abord un sentiment de satisfaction. Cette année, le Hajj a été bien organisé. Nous n'avons pas connu les angoisses des années précédentes. Et je tiens à féliciter au nom du gouvernement le commissariat au Hajj et à la Oumra. Et je pense que nous avons là trouvé la solution pour que le Hajj se passe toujours dans les meilleures conditions. Je souhaite aux pèlerins que Dieu exauce leurs vœux et qu'ils rentrent tous, et ceux qui sont là-bas, qu'ils rentrent tous en bonne santé dans leur famille. Le deuxième vol retour est attendu ce lundi, si tout se déroule normalement. D'ici le 14 novembre prochain, tous les pèlerins nigériens qui sont un peu plus de 11 000 cette année seront de retour au pays. Visite ce matin du ministre de la Jeunesse et des Sports au centre des jeunes de Taladié et Bukoki. Il s'agit d'une visite de prise de contact, mais aussi une visite pour constater le niveau des travaux du maillage territorial des centres des jeunes de l'ambassade de France, Mohamed Djingare et Issouf Samaïla pour le résumé. C'est une forte délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, composé de l'ambassadeur de France au Niger, le gouverneur de la région de Niamey, les représentants de l'UNFPA et de l'UNICEF, qui a successivement visité les centres de jeunes situés à Niamey. Il s'agit d'abord du Centre national des activités socio-éducatives et culturelles de Taladié, un centre dont la directrice et son personnel sont dévoués pour le bon fonctionnement de l'entité, avec sa bibliothèque et ses différentes composantes et ateliers destinés à la formation des jeunes, notamment les jeunes filles. Le ministre et sa délégation ont suivi avec intérêt toutes les explications sur le fonctionnement du centre. À Bukoti, la délégation a trouvé un centre de référence très opérationnel avec un staff très engagé pour le fonctionnement. Des jeunes des quartiers environnants ont sur place la possibilité de faire des dépistages des ISTV et SIDA, une salle de visionnement et d'écoute, une radio communautaire, sans oublier la ligne verte initiée depuis quelques années, servant de solution aux problèmes des jeunes concernant surtout leur vie sexuelle. Cette visite s'inscrit dans le cadre du projet maillage territorial des centres de jeunes de la coopération française à travers son fonds de solidarité prioritaire FSP volet jeunesse. Il s'inscrit dans le cadre de l'appui à la définition de la mise en œuvre des politiques locales de jeunesse. C'est une évidence de dire que la jeunesse est une priorité au Niger. Le Niger est un pays très jeune et donc il nous est apparu important de pouvoir soutenir les centres qui sont destinés aux jeunes dans tout le pays. Une initiative salutaire, le maillage territorial des centres de jeunes, puisqu'il vise la réhabilitation de 50 centres à travers le pays. D'ici décembre, nous allons passer à la rénovation de 11 centres, 4 à Niamey, ça a déjà commencé, et un centre à l'intérieur du pays, donc au niveau de chaque région. Donc pour cela, je remercie infiniment son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France au Niger. J'ai voulu que de visu, il voit l'intérêt que nous portons à ce que la France met à notre disposition pour nous occuper de notre jeunesse. J'irai plus loin en disant merci aux autres partenaires. La représentante de l'UNFPA et celui de l'UNICEF encouragent ce projet de maillage des centres. Ils sont heureux d'accompagner les initiatives de l'État. Des programmes concernant les jeunes leur sont favorables, raison pour laquelle les deux institutions se disent prêtes à réitérer leur concours au profit de la jeunesse nigérienne. En ce qui concerne le gouverneur de la région de Niamey, lui estime que l'existence des centres de jeunes constitue une bouffée d'oxygène pour les jeunes qui constituent l'avenir de ce pays. Nous sommes agréablement surpris donc, de constater que ces deux centres-là sont bien entretenus. En tout cas, la réussite est palpable à ce niveau-là. Nous avons tout simplement souhaité que ces genres de centres-là, qui sont implantés au 4e et au 3e arrondissement, soient vulgarisés donc, dans les autres arrondissements pour que l'ensemble des jeunes de Niamey puissent en profiter. À l'issue de ces visites, les deux directrices, celles de Taladié et de Bukoti, ont offert des présents aux membres de la délégation ministérielle. Le ministre Abdou Karim Dambalam, qui a d'ailleurs lancé un appel aux autres centres de jeunes afin d'emboîter le pas à Taladié et Bukoti, où la visite a été concluante.
Le Conseil d'État a statué ce jour 21 octobre 2013 en séance délibératrice sur le référé introduit par M. Oumarou Dogari relatif à sa révocation de la présidence du Conseil de ville de Niamey. Après examen de la requête et des motifs, le Conseil d'État a rejeté la requête. Pour plus d'informations, nous avons le directeur du contentieux de l'État, M. Ibro Zabel. Bonsoir Sadi. Comme vous l'avez annoncé, le Conseil d'État a rendu sa décision ce matin, donc aujourd'hui 21 octobre 2013, relativement à la requête à référer introduite par M. Moumoun Dogari relativement à sa révocation. Cette requête à référer vise à demander un sursis à l'exécution de la décision, c'est-à-dire du décret pris par le président de la République. Le Conseil d'État a rejeté ça comme étant mal fondé. Comme vous le savez, en matière de référé, la condition préalable, c'est qu'il y a urgence. Comme je l'ai dit ce matin, il n'y a pas d'urgence à maintenir quelqu'un dans des fonctions alors qu'il lui est reproché des faits graves. Donc, si l'État nous le permet, je pense qu'il est nécessaire de revenir un peu par rapport à la polémique qui a été entretenue le samedi passé à l'Assemblée nationale, polémique tendant à faire croire à l'opinion nationale que dans le cadre de cette procédure, l'État n'a même pas daigné se faire représenter par ses agents ou par des avocats. Bon, c'était à dessein parce que ceux qui le disaient sont des professionnels du droit. C'était vraiment à dessein qu'il le disait. L'État d'abord n'est pas tenu d'être présent à cette audience qui est une procédure essentiellement écrite, une procédure au cours de laquelle même si les parties sont présentes, elles ne sont pas habilitées à prendre la parole, sauf sur une autorisation spéciale du président de la Cour, du Conseil d'État qui peut tout naturellement refuser, même sur demande. Et cette polémique tend à insinuer des choses. Premièrement, puisque les gens ont dit que si l'État n'est pas là, c'est que peut-être l'État essaie de gagner. Nous savons ce que les gens veulent insinuer à travers ce genre de déclarations. Ce n'est pas le cas. Le Niger est un État de droit, respecté de ses institutions, surtout respecté de l'indépendance de la justice. Et le deuxième point, c'est peut-être pour insinuer que l'État est mal défendu. L'État n'est pas mal défendu. L'État a des agents qui sont fiers de les défendre et qui le font vaillamment. Il a aussi des avocats. Merci M. Ibro Sabé. Suite de cette édition, dans le cadre des prises de contact initiées par le ministre délégué au budget au niveau des services relevant de son département ministériel, Mohamed Boucha a rencontré cet après-midi les responsables de la douane. Objectif, s'enquérir des conditions de travail et les perspectives d'avenir. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Début ce matin à l'hôtel Sahel de Niamey d'un atelier de formation des agents du programme alimentaire mondial PAM sur le suivi des activités d'assistance alimentaire pour la création d'actifs productifs. L'objectif de cette session de formation est de renforcer les capacités de ces agents. Compte rendu Hadiza Medine et Mariam Dakou. Organisé par le PAM en collaboration avec la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey, cette session de formation des agents du PAM sur le suivi des activités d'assistance alimentaire, le premier événement concrétisant le partenariat entre les deux structures, a pour but d'outiller davantage ses participants 4 jours durant pour un meilleur suivi des activités d'assistance alimentaire. On a signé une petite convention pour collaborer principalement à trois niveaux. Premièrement, le PAM va voir si on peut donner une possibilité aux étudiants sortants d'avoir une expérience de terrain avec nous sur le PAM. La deuxième chose, c'est plus de collaborer sur
des possibilités de recherche, donc des étudiants qui seraient intéressés de faire des recherches sur des thématiques qui nous intéressent, donc la sécurité alimentaire et la nutrition. Et la troisième chose, c'est de collaborer sur ce genre de formation où l'université peut nous apporter des formations poussées pour former notre personnel, pour leur donner plus de capacité de mettre en œuvre sur le terrain. Les 4 jours vont être dédiés pour que notre personnel ait une meilleure connaissance, 1, des techniques de récupération des terres et 2, des techniques de mise en valeur, quels sont les meilleurs systèmes pour mettre en valeur et pour que ça augmente les capacités de production des populations. Ainsi, le doyen de la faculté d'agronomie a souligné tout l'intérêt de cette formation avant d'exhorter les uns et les autres à une participation active à ces travaux. Cet atelier, le premier d'une série déjà planifiée, est très important pour vous. Je vous invite donc à être attentif aux enseignements qui vous seront dispensés par d'éminents formateurs dans le domaine. Je vous invite notamment à être très participatif puisque votre expérience personnelle dans ce domaine sera sollicitée pratiquement comme étude de cas. Sans nul doute que cette formation de 4 jours sera d'un apport indéniable pour le personnel du PAM dans le cadre de sa mission quotidienne. Ouverture ce matin à l'ENAM d'un atelier de formation des nouveaux agents du ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Cette formation de 5 jours permettra entre autres de bien cerner la notion d'administration publique et pratique, diplomatique et consulaire. Les détails avec Khadijata Hassan et Taïro Hassan. Financé par la coopération française à travers le projet MEDEN, la modernisation de l'État et décentralisation au Niger, cette formation est destinée aux nouveaux cadres du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. En ouvrant les travaux, le directeur général de l'ENAM a profité de cette occasion pour lancer un appel aux séminaristes afin d'être assidus vu l'importance de cette formation. C'est un atelier qui est destiné aux nouveaux cadres donc, de ce ministère, de nouveaux cadres. Et je voudrais dire à leur intention d'être assidus parce qu'ils rentrent dans une administration qui a beaucoup de contraintes. Contraintes du point de vue de la maîtrise, effectivement, si vous voulez, des activités du ministère, mais également des contraintes même du point de vue de vos comportements futurs parce que vous êtes, si vous voulez, la vitrine du pays, parce que vous êtes face justement aux relations extérieures, au contact avec le monde extérieur. Cette formation envisage de renforcer les capacités des nouveaux agents du ministère des Affaires étrangères, a précisé le coordonnateur du projet MEDEN, avant de souligner les objectifs de cette formation. Bien cerner la notion de l'administration publique à travers sa définition, ses objectifs qui s'articulent autour de l'intérêt général et du service rendu aux citoyens, ses moyens d'action et son fonctionnement, à savoir le respect de la hiérarchie. Intégrer les grands principes de l'administration publique, notamment le principe de continuité des services publics, le principe d'égalité des citoyens devant le service public, le principe de neutralité du service public et le principe de transparence de l'action administrative. S'adapter, s'approprier la pratique diplomatique et consulaire, connaître l'organisation administrative de leur ministère. Quant au chef du département administration publique de l'ENAM, il nous situe l'objectif principal de cet atelier. Le présent de ce séminaire va offrir une opportunité à ces nouveaux cadres-là de comprendre ce que c'est que l'administration publique, quelles sont ses exigences afin de mieux la servir. Il faudrait rappeler que le programme de formation a été élaboré en se fondant sur leurs besoins de formation et il aura pour avantage de se limiter pratiquement à des actions qui permettront d'acquérir des compétences complémentaires.
Ouverture ce matin à Niamey d'un atelier sur l'intégration de la politique du JAR dans la gestion de la sécheresse, co-organisé par le Centre régional Agrimet et l'UNESCO. Objectif, sensibiliser le public sur l'impact de la sécheresse sur les femmes et les filles, particulièrement celles résidant dans les zones rurales et les communautés pauvres. Compte rendu Sekinat Abdou et Isaac Issa. Cet atelier multi-acteurs a été co-organisé par le Centre régional de l'Agrimet et l'UNESCO. Il vise à sensibiliser le public sur l'impact de la sécheresse sur les femmes et les filles, particulièrement celles vivant dans les zones rurales et les communautés pauvres. Cela permettra également d'organiser un forum multipartite, offrant ainsi le dialogue entre les femmes et les communautés locales sur les questions de sécheresse. Une façon de partager les bonnes pratiques visant l'intégration de la problématique du JAR dans le suivi et la gestion de la sécheresse. Tout d'abord, je voudrais remercier le représentant du directeur général régional d'Agrimet, ici présent, les chercheurs de Princeton University, avec qui nous avons commencé à travailler depuis vendredi en étroite collaboration, et vous remercier d'être présents et de collaborer avec nous pour cette mission, pour cet atelier sur l'intégration du genre dans la gestion de la sécheresse, qui est un élément très important dans le cadre de la lutte contre la sécheresse. Donc je vous remercie à tous d'être présents et j'espère que les échanges que nous aurons lors de cette réunion nous permettront de faire avancer cette cause qui est, aux yeux du département Afrique, mais pas uniquement, aux yeux de l'UNESCO plus globalement, d'une importance énorme. La sécheresse demeure l'un des principaux fléaux auxquels les populations sahéliennes restent confrontées, en particulier les plus vulnérables que sont les femmes et les enfants. La question du JAR demeure une des préoccupations majeures du SILS. À ce propos, le SILS a adopté en 2008 une politique JAR qui définit son engagement à promouvoir la prise en compte du JAR comme moyen pour favoriser l'équité et l'égalité entre les hommes et les femmes pour un développement durable. Cet atelier permettra aux participants d'identifier et de formuler des recommandations sur l'intégration de la problématique du genre dans les politiques et stratégies de prévention, de gestion et de lutte contre la sécheresse. Et puis, suite à des rumeurs relatives à une insuffisance de fournitures scolaires à l'occasion de la rentrée 2013-2014 dans la région de Difa, le directeur régional de l'éducation a animé un point de presse pour démentir ces allégations et apporter des précisions. Suivez plutôt. Au titre de la rentrée scolaire 2013-2014, nous avons reçu un premier lot de fournitures scolaires pour démarrer l'année. Ce lot est composé principalement de cahiers de 32 pages au nombre de 44 554 destinés aux élèves du CI au CE2, dont l'effectif tourne pour le moment à 44 000. Les cahiers de dessin au nombre de 77 119 pour un effectif global estimé à 60 655 élèves. Et donc, du CI au CM2, chaque élève aura un cahier et on aura un reste de 16 464 cahiers. Et concernant les cahiers de 48 pages, la région a bénéficié de 43 321 cahiers. Ces cahiers sont destinés principalement aux élèves du CE au CM2, qui sont au nombre de 35 151. Donc, ici aussi, il faut noter que chaque élève du CE au CM2 aura un cahier et on peut même donner aux élèves de CM1 2 cahiers. Concernant les cahiers de 100 pages, la région a bénéficié de 15 531. Ces cahiers sont destinés aux élèves de CM, qui sont au nombre de 15 777. Ici, il faut noter que nous avons un gap seulement de 245 cahiers. Il sera complété par un restant des cahiers de 48 pages que nous avons. Ce restant est estimé à 490 cahiers. Donc, il n'y aura pas tellement de gap ici parce qu'on va compenser le gap des cahiers de 100 pages avec des cahiers de 48 pages. En ce qui concerne les cahiers de 200 pages, nous avons reçu au total 6 969. Ces cahiers sont destinés aussi aux élèves de CM2 qui sont au nombre de 15 776.
D'où ici nous avons un gap de 8807 cahiers que le ministère aura à compléter incessamment. Concernant les cahiers de 300 pages, la région en a eu 1323 et ces cahiers de 300 pages sont destinés aux enseignants pour les cahiers et pour les préparations. Nous avons 2357 classes, donc il faut que chaque enseignant qui tient une classe ait un cahier. Donc là aussi nous avons un gap de 534 à compléter par le ministère. Concernant les BIC, nous avons aussi des BIC bleus au nombre de 43 388 pour les élèves compris entre les cycles de CE et CM, qui s'élèvent à 35 151. Ici aussi nous avons un excédent. On peut commencer à donner aux élèves du CP, parce que les élèves de CE1 et de CI ne peuvent pas directement commencer à écrire avec des BIC. En plus de ces fournitures, il faut noter qu'il y a aussi du matériel collectif qui nous a été livré. Donc ce matériel collectif comprend les crayons à papier, les gommes, les crayons de couleur, des tailles-crayons, de la craie blanche, sans compter les bics rouges, les ardoises et les ardoisines. Donc voilà en gros les fournitures livrées dans la région. En résumé, si nous allons nous permettre de nous résumer, chaque élève doit avoir au CI un cahier de 32 pages et un cahier de dessin. Au CP, un cahier de 32 pages et un cahier de dessin. Au CE1, un cahier de 32 pages, un cahier de 48 pages, un cahier de dessin et un bic bleu. Au CE2, un cahier de 32 pages, un cahier de 48 pages, un cahier de dessin et un bic bleu. Au CM1, 2 cahiers de 48 pages, un cahier de dessin, un cahier de 100 pages, un bic bleu et bientôt un cahier de 200 pages. Si vous vous rappelez, j'ai dit que le ministère aura à compléter ce gap que nous avons parmi les cahiers de 200 pages. Maintenant, au niveau du CM2, chaque élève aura un cahier de 48 pages, un cahier de dessin, un cahier de 100 pages, un bic bleu et bientôt un cahier de 200 pages et un cahier de 300 pages. Au CM1, CM2, chaque élève aura 5 cahiers. Au CE, chaque élève aura 3 cahiers et au CICP, 2 cahiers. Donc voilà, mesdames, messieurs, et ce que nous avons tenu à faire constater à l'Union nationale et internationale et les fournitures reçues pour un bon démarrage de la rentrée. Et donc, nous ne pouvons pas finir ce point de presse sans remercier le gouvernement de la 7e République à travers le ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique pour les efforts qu'il ne cesse de déployer au niveau de la région de Difa. Un atelier d'échange sur le développement d'un pôle de croissance basé sur l'irrigation de 1500 hectares de terre de la vallée du fleuve Niger s'est tenu ce matin à Tillabéri. C'est le préfet du département qui a présidé la cérémonie d'ouverture compte rendu Bada Salamadou et Amadou Ibrahim. Organisé par le Haut Commissariat à l'aménagement de la vallée du Niger avec l'appui financier de la Banque mondiale, cet atelier qui a réuni les principaux acteurs concernés émanant des structures centrales, régionales, préfectorales et communales ainsi que les structures de recherche des personnes physiques permettra d'échanger sur le développement d'un pôle de croissance irrigué de 1500 hectares de terrasses de la vallée du fleuve Niger. L'objectif de l'atelier, donc, comme je disais, c'est d'informer et sensibiliser donc les acteurs majeurs de l'activité de développement du pôle de croissance, d'un pôle de croissance, donc de développement de l'irrigation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est d'échanger donc sur les caractéristiques et les orientations à donner à ce pôle de croissance. Et le troisième point, c'est de discuter des principales contraintes d'ordre juridique, institutionnel et technique, et économique et environnemental, donc, qui sont autour de ce pôle de croissance. Donc d'une manière ramassée, c'est-à-dire c'est ensemble qu'ils doivent se mettre ensemble pour en tout cas développer cette activité. L'État doit assurer donc, la construction des infrastructures, n'est-ce pas? Et les populations locales, eux aussi, ils auront des terres, puisqu'on va les déménager. Donc ils auront des terres qui seront à leur disposition. Mais
En prenant la parole, le préfet du département de Tillabéri s'est dit réjoui de la tenue de cette rencontre d'une importance indéniable. Sadou Moro aussi de rappeler le contexte dans lequel cet atelier a été organisé. En effet, c'est dans le cadre de la gestion durable des ressources du bassin du Niger que l'ABN a initié le programme de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes. Il a ensuite ajouté que ce programme régional sous forme de prêt adaptable d'une durée de 12 ans vise le renforcement de la coopération régionale et le développement des ressources en eau du bassin du Niger, comportant une première phase de 5 ans en cours dans les 5 pays situés sur le cours principal du fleuve Niger, à savoir le Bénin, la Guinée, le Mali, le Niger et le Nigeria. Vu l'importance des points qui seront développés au cours de cet atelier, le préfet Sadou Moro a invité les différents acteurs à une pleine participation afin que l'on puisse aboutir à des résultats satisfaisants. Une mission du Comité national de la mouvance pour la renaissance du Niger était hier à Tillabéri. Objectif, réorganiser les structures régionales de la MRN. Compte rendu, Bada Salamatou et Amadou Ibrahim. Les travaux de cette Assemblée générale des partis alliés de la mouvance pour la renaissance du Niger au titre de la région de Tillabéri se sont déroulés dans la transparence, la sérénité et dans un esprit de débat démocratique. Occasion de retrouvailles qui aura permis de débattre de plusieurs questions intéressant la nation. Au coordonnateur national de la mouvance pour la renaissance du Niger d'expliquer le bien fondé de leur déplacement à Tillabéri. En effet, c'est suite au départ du modem F.A. Lomana de la mouvance que le comité national a décidé de réorganiser les structures régionales, d'où cet appel à tous les militants à un engagement sans faille, à une vigilance accrue, à la cohésion et à la solidarité. Indeto Al-Kassoum a ensuite expliqué qu'un comité des partis alliés n'est pas une ONG de charité. C'est en effet une organisation destinée à se battre pour conquérir le pouvoir ensemble et aussi pour le gérer. À l'issue de leurs travaux, les comités régionaux de la mouvance pour la renaissance du Niger au titre de la région de Tillabéri ont été mis en place, notamment celui des jeunes, des femmes et de l'organisation de masse. La coordination régionale de la RMN Tillabéri est dorénavant dirigée par M. Moussa Ousmane, qui a pris la parole pour remercier tous les militants avant de leur demander d'avoir le sens des biens communs, de l'intérêt général et national. En clôturant les travaux, le coordonnateur national RMN s'est réjoui des importantes conclusions auxquelles sont parvenus les militants et s'est félicité de l'esprit de débat ayant caractérisé les travaux. La santé de la reproduction et de la planification familiale au centre d'une vaste tournée de sensibilisation et de plaidoyer organisée par la direction régionale de la santé publique de Dosso à l'intention des leaders d'opinion et de la population. Cette mission est conduite par le secrétaire général de la région de Dosso, Sani Abdoulaye. Les détails avec Rachida Nawada et Habib Bako. Initié par la Direction régionale de la santé publique de Dosso, sur financement du Fonds des Nations Unies pour la population FUNEP, cette mission de sensibilisation conduite par le secrétaire général de la région de Dosso, San Abdoulaye, qu'accompagnent autorités coutumières, conseillers techniques du FUNEP, cadre de la Direction régionale de la santé publique, a pour objectif de mener des plaidoyers à l'endroit des leaders d'opinion en vue de l'utilisation des services de la santé de la reproduction et de la planification familiale des 5 départements de la région de Dosso. C'est ainsi que la délégation s'est successivement rendue dans le département de Gaïa, Douchi, Loga, Bobo et Dosso. À chaque étape, les maires de leur mot de bienvenue ont salué cette initiative louable des responsables sanitaires régionaux avant de situer le contexte de la rencontre, puis ont invité les participants à prêter une oreille attentive aux différentes communications qui leur seront présentées. Procédant au lancement des activités, le secrétaire général de la région de Dosso, San Abdoulaye, d'expliquer que cette mission entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités programmées par la DRSP de Dosso pour améliorer la santé de la population en général et celle des femmes et enfants en particulier. Le secrétaire général de la région de Dosso, San Abdoulaye, de poursuivre que la région de Dosso présente au premier semestre 2013 une couverture sanitaire de 44,64%, un taux d'accouchement assisté de 40,8% et un taux d'utilisation de contraception moderne de 6,62%. C'est pourquoi, dira-t-il, que nous devons tous soutenir ces actions en faveur de la santé reproductive afin de contribuer à l'atteinte des objectifs fixés par les plus hautes autorités de notre pays.
Le secrétaire général de la région de Dosso, Sani Abdoulaye, a enfin exhorté les participants de relayer ce message qui est d'une importance capitale pour le bien-être de la population. Par la suite, les participants ont eu droit à des exposés portant sur l'accouchement assisté, la planification familiale, la fistule obstétricale, la consultation prénatale et postnatale, présentés par les différents techniciens en la matière, suivi d'un débat fort enrichissant au cours duquel des réponses appropriées ont été données à l'assistance par les membres de cette mission. Au terme des échanges, leaders religieux, politiques, coutumiers, comités de santé, associations de développement, ONG, société civile, COGES, chacun dans son domaine de compétences, se sont engagés pour faire la promotion de la santé reproductive et de la planification familiale au niveau de leurs entités respectives. Dosso toujours début ce lundi d'un atelier de formation des formateurs, des volontaires de la Croix-Rouge avec l'appui financier de la Croix-Rouge monégasque. C'est le secrétaire général de la région qui a officiellement lancé les travaux de cet atelier. Compte rendu Issa Saleh et Haris Soukarba. Toutes les régions de notre pays prennent part à cet atelier de formation des formateurs, des volontaires de la Croix-Rouge nigérienne grâce à l'appui financier de la Croix-Rouge monégasque, dont les travaux ont été officiellement lancés par le secrétaire général de la région de Dosso, M. Sani Abdoulaye, en présence du maire de la commune urbaine de Dosso, M. Issoufou Idrissa, et du président du comité régional de la Croix-Rouge de Dosso, M. Adamo Issoufou, qui n'a pas manqué de souhaiter la bienvenue à tous les participants et un bon séjour dans la cité des Jarmakoy. Quant au secrétaire général de la région, M. Sani Abdoulaye a dans son intervention souligné les causes des interventions de la Croix-Rouge dans notre pays du fait de sa vulnérabilité, par son étendue et de sa proximité avec des pays à forte insécurité, surtout ceux avec qui on partage les mêmes frontières. Pour M. Sayouba Sabadogo, chargé des programmes de la Croix-Rouge au Niger, nous parle des innovations apportées à cet atelier qui n'est pas le premier du genre. Les innovations que nous comptons apporter à travers cette formation sont de deux ordres. Le premier, c'est qu'on revise les techniques de premier secours qui, pour beaucoup, sont déjà dépassées dans les années 98 et être en phase avec les standards internationaux, mais aussi pour notre public cible ici qui sont des formateurs de premier secours, les habituer avec les techniques pédagogiques qui sont basées sur les conditions d'apprentissage de l'adulte. Parce que vous savez que pour les premiers secours, à la différence des formations initiales où on va aller de l'école primaire jusqu'à la fin de l'université, ici c'est des adultes que nous avons pour très peu de jours et les conditions d'apprentissage de l'adulte c'est toujours différent de l'enfant qui est initié jusqu'à la fin. Ce que nous attendons de ces formateurs après la formation, c'est une fois de retour dans leur comité, de pouvoir restituer, faire des séances de recyclage et mettre à jour à leur tour les secouristes qui n'ont pas eu l'occasion de participer à cet atelier, mais aussi et déjà pouvoir faire des formations qui riment avec les attentes des participants qui souvent n'ont pas beaucoup de temps pour une formation, mais qui aussi quelquefois ont des difficultés pour tenir avec les formations type scolaire. Précisons qu'au cours de cet atelier qui durera 8 jours, 20 formateurs venus de 8 régions de notre pays seront recyclés avec comme objectif essentiel, c'est un rappel, qu'à la fin de l'atelier, chaque formateur soit capable d'assumer les fonctions des besoins et des contraintes de chaque public cible. Ouverture à la Chambre de commerce de Tawa de l'atelier des journées d'information technique organisé par l'Agence nigérienne de la promotion des exportations ANIPEX. C'est le secrétaire général Yahya Tankari qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Fatima Tagabidine et Yazrabiou. Le développement socio-économique de notre pays passe nécessairement par la relance des échanges commerciaux, dans un partenariat gagnant-gagnant avec les pays de la sous-région. C'est dans cette logique qu'il devient nécessaire de faire la promotion du secteur privé afin qu'il joue un grand rôle dans le développement économique du Niger. Pour y parvenir à cela, des conditions favorables doivent être créées afin d'atteindre l'objectif de promotion des exportations, en particulier les produits agro-pastoraux. M. Yahya Tankari dira que dans le cadre de la décentralisation et du programme de la renaissance économique adopté par les autorités de la 7e République, le secteur privé constitue ainsi l'axe majeur de la stratégie du gouvernement pour relever le niveau de vie des populations nigériennes. Le choix de la région de Tawa pour abriter le présent atelier n'est pas fortuit, dira-t-il.
Région à vocation sylvopastorale et d'une grande production agricole, Tawa révèle le plus important cheptel du pays. C'est aussi un carrefour et une zone de transit pour les divers produits venant des deux rives du Sahara à travers un commerce dont l'influence sur le développement économique se fait de plus en plus important. Le présent atelier dont le thème est ce qu'il faut savoir pour exporter les produits nigériens dans les zones IMOA, CEDEAO et Union européenne vient à point nommé, car le Niger va accueillir à travers la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat la deuxième édition de la foire de l'IMOA du 13 au 22 décembre 2013, a-t-il ajouté. M. Yaya Tankari a terminé son propos en remerciant les partenaires techniques et financiers, la Chambre de commerce à travers l'Agence nigérienne pour la promotion des exportations. Une mission conjointe autorité administrative, Chambre régionale d'agriculture était hier au niveau du village de Tam pour constater de visu l'ampleur des dégâts occasionnés par des inondations dans cette zone. Compte rendu Abdraman Boukari et Harouna Sanda. Ces premières inondations dues encore cette année à la montée des eaux de la rivière Komadougou-Yobé ont déjà submergé un certain nombre de rizières et champs de poivrons. Au niveau du village de Tam et ses alentours, c'est dans le département de Maïnesoroa. C'est donc pour voir de visu l'ampleur du phénomène, mais aussi et surtout constater déjà les dégâts qu'une mission conjointe autorité administrative, Chambre régionale d'agriculture, comprenant le préfet du département de Maïnesoroa, M. Oumarou Amadou, le président de la Chambre régionale d'agriculture, M. Kaïgama Adam Kari, le directeur régional de l'ONAHA et certains membres de la CRA s'est rendu hier sur les lieux. En somme, cette année encore, le constat n'est pas du tout reluisant. L'inondation est réelle, puisqu'il y a à peu près aujourd'hui 30 hectares de riz qui sont donc complètement inondés. Nous sommes ici pour réellement donc, essayer d'amener un soutien à cette population. Dans les jours à venir, viendront ici essayer d'estimer et d'évaluer les dégâts. À part les 30 hectares, il y a 6 autres villages, donc des parcelles individuelles, des champs individuels en riz et en poivron de 6 autres villages qui sont concernés. Nous appelons vraiment l'État et les bailleurs de fonds pour pouvoir vraiment venir en aide à cette population-là. L'année passée, ils ont tout investi, rien n'a été récolté. Cette année, ils ont fourni encore un maximum d'efforts pour s'aimer. Aujourd'hui, voilà, tout est ravagé par l'eau. Les membres de cette mission conjointe qui ont par la suite rencontré les populations du village de Tam ont saisi cette opportunité pour réitérer chacun dans sa sphère de compétences leur entière détermination et disponibilité constante à les soutenir dans la gestion de cette crise. L'occasion donc pour le chef du village de Tam, au nom de ses administrés et du sien propre, d'exprimer sur place toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale à cette mission pour la promptitude avec laquelle elle a su déjà agir face à cette catastrophe. Signalons qu'en marge de cette visite, la Chambre régionale d'agriculture a mis ce déplacement à profit pour procéder à Chétimari à la signature des conventions de cofinancement de 45 microprojets dans le cadre du Fonds d'appui régional du PASSER pour la facilité au pays, le tout pour un coût de près de 170 millions de francs CFA. Maradi aussi commémore la 4e édition de la fête de la science qui a pour thème cette année l'eau, et c'est l'amphithéâtre de l'université qui a servi de cadre pour 2 conférences sur l'assainissement total pilote par les communautés et sur les forages manuels pour l'eau potable. Compte rendu Ibrahim Hassoumso et Maman Mor. Cette 4e édition de la fête de la science est organisée conjointement par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le service de la coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger. Tout au long de la semaine, des conférences, des expositions, des visites de sites, des projections de films, des journées portes ouvertes, etc. À Maradi, elle s'organise en partenariat avec l'UNICEF qui a préparé et présenté 2 conférences appuyées de projections de films sur les forages manuels pour l'eau potable et sur l'assainissement total piloté par les communautés. Et le cadre choisi pour cette activité est l'amphithéâtre de l'Université de Maradi, en présence des responsables de cette institution, des responsables des services techniques de l'État et de plusieurs participants. Pour le directeur de l'Alliance française, le thème constitue une préoccupation majeure pour nos communautés. En fait, le souci, c'est d'interpeller la population mondiale
particulièrement la population nigérienne, à assainir les points d'eau là où on se ravitaille. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, jusqu'à hauteur d'un pourcentage, disons, plus de 69% des points d'eau que nous disposons au Niger, c'est des vieux puits. Et ces vieux puits-là sont à l'abri de toutes sortes de pollution. Donc, ça interpelle la population à faire assainir leurs points d'eau avec des couvercles ou bien d'éviter certains comportements. Entre-temps aussi, en ce qui concerne de nouveaux forages que font certains projets, que fait le gouvernement nigérien aussi, qui doivent être entretenus parce que c'est beaucoup d'argent que l'État a mis et il faut qu'au sein de chaque village qu'il y ait un comité de gestion de ces points d'eau pour que ça ne tombe pas en panne. Nous souhaitons qu'à la fin de cette semaine de la science, que l'État puisse épargner une grosse enveloppe pour continuer à investir dans le domaine de l'eau. Je vous informe que vous pourrez suivre en partie magazine de l'édition de demain. Plaise à Dieu les échos de la réunion du comité technique régional de santé dans les régions d'Agadez, Difa, Zender et Dosso. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, a procédé ce matin dans ses locaux à la remise officielle de gros lots aux gagnants de la semaine. Des lots remis aux gagnants par la directrice générale, Mme Talata Ramout, Baka Hajara et Mohamed Adam. Ils sont en effet deux parieurs tous de la région de Niamey qui viennent ainsi grossir la grande famille des multimillionnaires de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI. Le premier gagnant, Yahya Naboula, membre d'un club de parieurs de Niamey, et le deuxième, Soumaïl Issaka Adam, simple parieur, deviennent ainsi des multimillionnaires avec une combinaison de moins de 8 000 francs seulement. En remettant les chèques aux récipiendaires, la directrice générale les a exhortés à en faire bon usage. Le premier, M. Yahya Naboula, il est le 422e gagnant multimillionnaire de l'année, soit le 34e déca millionnaire. Il faut rappeler qu'il s'agit de ceux qui ont plus de 10 millions de lots. Il a été déclaré gagnant dans l'ordre exact de l'arrivée du quintet de la journée 285e. Correspondant au samedi 12 octobre 2013. La valeur de son lot est de 22 212 500, soit un ordre et 19 bonus. Les deux gagnants, en recevant chacun son chèque de plus de 22 millions de francs CFA, se sont dit très heureux et ont souhaité bon vent à la Loterie nationale. Je remercie la Loterie nationale du Niger qui a fait de moi l'heureux gagnant. Que Dieu les bénisse. C'est une joie pour moi d'être un multimillionnaire. J'encourage les autres à tenter leur chance et à gagner des lots. Le plaisir de jouer et la joie de gagner n'est pas une vaine expression à la Loterie nationale car elle fait chaque jour des multimillionnaires au Niger. La LONANI, c'est la fortune aux gagnants et les bénéfices à la nation. Volet culture, notre reporter Moussa Mani nous amène ce soir à la découverte d'une star du cinéma Hausa du Nigeria appelée Dandelin Soyeya. Elle s'appelle Hadiza Aliou, appelée également Hadiza Gabon. Elle est plus connue à travers le film El Maye, très prisé par ses fans, suivant ce reportage sur les images de Abdoulaye Abdraman de la station régionale de Tawa. Plus connue sous son nom d'actrice Hadiza Gabon, Hadiza Aliou est cette jeune star des films Hausa du Nigeria appelée Dandelin Soyeya. Âgée de 23 ans, cette jeune actrice native du Gabon a découvert le cinéma en 2007 grâce à sa grande sœur qui vivait au Nigeria. Parlant uniquement le français et le fulfulde à l'époque, elle s'était efforcée à apprendre le Hausa et l'anglais pour ainsi devenir une vedette du cinéma Dandelin Soyeya, un art qu'elle aimait tant. Après son premier film Aktabou, c'est surtout le film El Maye qui a fait davantage sa renommée, un rôle qu'elle a su interpréter avec brio. À
son passage au Niger, notamment à Niamey et à Ottawa, Hadiza Gabon s'est réjouie d'être bien accueillie en même temps que les artistes du Nigeria et la fille de Moussa Poussi, Rekia Poussi. Hadiza Ali au Gabon. Nous sommes à Ottawa sur le cadre de la fête de la Tabaski. Bien qu'on n'est pas venu le jour de la fête parce qu'on a eu un tournage, un concert à Niamey. Et après Niamey, on est venu à Ottawa. Bon, on nous a bien accueillis et puis on remercie Dieu. Et la population de Ottawa nous a donné tout le confort possible et puis on était bien accueillis. On remercie la population et on a été chez le gouverneur, le secrétaire général et puis d'autres. Que je ne pourrais pas les nommer, ils sont vraiment beaucoup et ils ont vraiment été sympas. Ils nous ont pris comme si on était du Niger et puis c'était bien, ça s'est bien passé. Avec la bénédiction de ses parents et le soutien de ses encadreurs et de ses fans, Hadiza Aliou est aujourd'hui devenue une grande star des films Hausa du Nigeria. Une tâche qu'elle compte accomplir afin de corriger plusieurs tares de notre société. Enfin, la partie magazine de cette édition consacrée à l'allocution prononcée par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, à l'occasion des travaux de la 6e conférence des grandes chancelleries d'Afrique francophone, subsaharienne et de France. Dans son adresse, le président Issoufou, grand maître des ordres nationaux, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement dans la promotion de la bonne gouvernance et du genre au Niger relativement à son programme de renaissance. Bonne réception et bonsoir.